On va faire un point sur le classement en général également avant cette dernière semaine du Tour de France. C'est toujours Tadej Pogačar qui est donc le leader de la grande boucle. À la deuxième place, on retrouve Jonas Vingegaard. Il est à déjà 4 minutes et 13 secondes. Florian Lipovic est troisième à 7 minutes 53. Oscar Onley quatrième. Kevin Vauquelin cinquième. Primoz Roglic sixième. Félix Gall septième. Tobias Allan Johannessen huitième. Carlos Rodriguez est neuvième. Ben Eli dixième. Et puis on vous a rajouté également nos deux Français qui se battent pour ce top 10 avec Jordan Jegat 11e, Ben O'Connor 12e et Guillaume Martin-Guillonnet qui est à la 13e place du classement général. Puisqu'on parle du général, il est deuxième actuellement, c'est Jonas Vingegaard. Jonas Vingegaard qui était en conférence de presse dans cette journée de repos et qui a déclaré ne pas abdiquer. Bien sûr, cela semble très difficile. L'écart est important, mais je pense toujours pouvoir gagner le Tour de France. Normalement, c'est en 3e semaine que je suis le plus fort. Il faut attaquer, essayer de faire quelque chose. Et ça va forcément faire débat, puisque Jonas Vingegaard a tout de même 4 minutes et 13 secondes de retard sur Tadej Pogačar. 4 minutes et 13 secondes, c'est pas rien. Nico, est-ce que Jonas Vingegaard peut encore gagner le Tour de France? Si on va lancer le sondage, et vous pouvez, chers téléspectateurs, participer à ce débat en répondant oui ou non en commentaire dans le chat. Jonas Vingegaard peut-il gagner le Tour de France, Nicolas Fletch, oui ou non? Oui. Alors déjà, on met de côté tous les aléas, chute, maladie, etc. Vraiment, on parle de performance physique. Après, la seule condition, c'est que Pogačar craque complètement, comme ça a déjà pu lui arriver par le passé. Je ne vois pas Vingegaard aller grappiller une minute par-ci, une minute par-là, en étant plus fort que Pogačar au moins 2 ou 3 fois, sur 2 autres, peut-être au Mont Ventoux, Col de la Loze, à La Plagne. J'ai vu, il fallait qu'il gagne en gros, je crois que c'est 1 minute 25 lors de chaque arrivée au sommet. Moi, je vois plus un scénario style Loze au Granon, où Pogačar serre le moteur, plutôt qu'un Vingegaard plus fort que Pogačar. Et ça peut arriver à tout le monde, y compris à Pogačar. Donc, Christophe. Oui. Et puis tu te dis qu'on écarte la maladie, mais il semble que Pogačar ait un petit rhume. Alors évidemment, vraiment, on ne lui souhaite pas que ça empire. Mais à ce niveau-là de performance, ça peut jouer. Alors, jusqu'ici, la différence entre les deux est tellement énorme que peut-être que même avec une petite maladie, il arriverait à faire jeu égal ou à résister, voire plus, parce que c'est Tadej Pogačar. Moi, j'ai du mal à y croire. La chose importante à noter, c'est que Vingegaard a dit qu'il était prêt à sacrifier sa 2e place pour gagner le Tour. C'est-à-dire qu'il n'attaquera pas à 500 mètres des arrivées. Il a bien conscience que ça ne suffira pas. C'est tout. Donc, pour la win. A priori, en tout cas, il l'a dit. On va voir s'il tient promesse, parce que jusqu'ici, la Visma, avec leurs plans, etc., on a du mal à toujours lire ce qu'ils veulent faire. Et eux-mêmes ont du mal, des fois, j'ai l'impression. Un peu parfois l'impression aussi. Et puis, il y a une deuxième chose, c'est qu'il va falloir que son équipe soit impliquée à 100% derrière lui, ce qui n'a pas été le cas hier vers Carcassonne, où on a vu Campenhart et Van Aert notamment dans l'échappée, alors que lui, chassé derrière, alors il avait des équipiers, il est rentré tout seul, mais il avait d'abord des équipiers, mais il va avoir besoin de tout le monde. Et d'ailleurs, Tadej Pogačar ne s'est pas privé de réagir suite à ce fait de course. Voici ce qu'il a déclaré après cette étape. Si j'étais dans la situation de Vingegaard, je ne serais pas le plus heureux à table ce soir. En gros, il le reproche quoi, là, Nico? Bon, on voit bien l'étape d'hier qui était folle aussi, c'est vrai, il faut bien le dire. Il y avait des cours un peu dans tous les sens, au point que Julien Lafilippe s'imaginait vainqueur. Donc, c'est dire. Après avoir chuté en début d'étape. Oui, c'était incroyable. Mais d'ailleurs, Julien, il a fait un vrai numéro hier. Là, c'est ce moment. C'est quand il essaye de faire patienter tout le monde parce que Vingegaard a un problème et qu'il voit des Visma Lease the Bike attaquer. Exactement. C'est vrai que chez Visma Lease the Bike, on essayait aussi de gagner des étapes. C'est légitime. Mais c'est vrai que le scénario hier était un peu fou à tous les niveaux, y compris chez Visma Lease the Bike. Et puis on sent bien qu'il y a une tension entre les deux équipes. Pas forcément entre les coureurs directement, entre Pogačar et Vingegaard. Un peu avec Jorgensen, je pense. Mais après, c'est vraiment plutôt les équipes, le bloc, les deux blocs qui s'affrontent. Et c'est vrai que Pogačar, il ne se prive pas d'aller titiller un petit peu. Mais globalement, l'équipe Visma Lease the Bike, elle n'est pas flamboyante. On a vu l'autre jour Sepkus et Simon Yates qui étaient en échappée. Ils se sont fait rattraper, ils n'ont servi à rien. Jorgensen, il est décevant. Donc même s'ils sont solidaires et qu'ils jouent tout pour Vingegaard, ça me paraît cette année un petit peu léger pour se lancer dans des grandes manœuvres et ce fameux plan. Donc forcément, il faudra attaquer de loin pour reprendre plus de 4 minutes. En fait, quand Almeida a abandonné, on s'est dit que la Visma avait l'avantage.
avec Jorgensen, avec Kuss. Et en fait, ils sont plus du tout placés au général. Et Jorgensen a même explosé. À ce moment-là, ça aurait pu servir si Jorgensen était placé. Et encore, on l'a bien vu qu'il est incapable d'accélérer suffisamment pour faire le trou sur Pogacar et donc s'envoler. À ce moment-là, ça aurait pu servir. C'est vrai que maintenant, ça ne servira plus à rien. Donc, est-ce qu'ils vont essayer de faire un train d'enfer dans les premières longues montées des Alpes pour envoyer Vingegaard sur orbite? Peut-être, sans doute, même s'il s'en tient à ce qu'il a dit, c'est-à-dire ne pas attaquer à 500 mètres de l'arrivée. Mais c'est vrai que moi, je suis comme Nico, du mal à l'imaginer récupérer 4 minutes 13 à la pédale sur Pogacar. Ça va jouer à la pédale entre les deux. Hein. Ce sera un contre un et puis plus fort va gagner. Je vais vous faire mal, Nicolas Fritsch, puisque ce qui est certain, c'est que Remco Evenepoel ne sera pas dans les 10 du général du Tour de France. Remco Evenepoel qui vit un tour difficile. Doit-il revenir sur le Tour dans l'optique de le remporter? Nicolas Fritsch fait le point à l'atelier. C'est parti Nico, vous pouvez vous rendre à l'atelier. Remco Evenepoel a donc quitté les roues du Tour de France un samedi, dès les premiers hectomètres du col du Tourmalet. On va voir les images. Vous me connaissez, ça m'a forcément fait un peu de la peine de le voir comme ça. Je pense qu'il paye son manque de préparation hivernale, son absence même de préparation hivernale. On rappelle, il a chuté violemment cet hiver. Donc, en gros, il a repris sérieusement l'entraînement au mois de mars. Il a 4 mois de vélo dans les jambes. Ça aura pu passer pour un Vingegaard ou un Pogacar qui sont des grimpeurs naturels. Ça ne passe pas pour Remco Evenepoel, qui n'est pas un grimpeur naturel, c'est un rouleur naturel, comme on l'a vu, il a quand même gagné encore le contre-la-montre. Mais lui, il a besoin de faire une vraie belle préparation, comme l'an passé avant le Tour de France, où il avait terminé donc 3e, un meilleur jeune, vainqueur d'une étape, comme lors de la Vuelta 2022, qu'il avait remporté. Ça n'a pas été le cas cette année, et pour autant, j'ai pas envie de voir l'an prochain un Remco Evenepoel qui dit « Ok, moi, cette année, je vais vraiment faire ma préparation et je vais venir rivaliser avec Vingegaard et Pogacar. » J'ai pas envie de ça. Alors, pour 4 raisons. En 1, déjà, je pense que ça lui coûte beaucoup trop d'énergie mentalement à Remco Evenepoel, notamment à partir du mois de mai, quand il s'agit de se préparer spécifiquement pour le Tour de France, stage en altitude, etc. Comme je l'ai dit, pas un grimpeur naturel, donc forcément il faut travailler plus. Il n'est pas naturellement affûté non plus, donc il faut qu'il soit encore plus concentré sur sa nutrition que Vingegaard et Pogacar, et je pense qu'au fil des années, ça pèse tout ça. Après, lors du Tour de France en lui-même, on voit bien, Remco, c'est un attaquant. Or, il passe 3 semaines avec les yeux rivés sur son capteur de puissance, à surtout pas faire un effort en trop. Donc, c'est totalement contre nature pour Remco Evenepoel, cette façon de courir, c'est du gâchis. En 3, je l'ai dit, il y a ses rivaux, évidemment. Il y a peut-être 10 ans, il aurait pu gagner le Tour de France, Remco, mais là, avec des coureurs comme Pogacar et Vingegaard, c'est une mission impossible. Il est moins fort qu'eux sur une course à étapes de 3 semaines et globalement même en haute montagne, pour les raisons que j'ai déjà évoquées. Alors, vous allez me dire, faire 3 du Tour, c'est déjà pas mal, c'est vrai, j'aurais aimé faire 3 du Tour. Mais Remco, et c'est la 4e raison, il a la possibilité de briller sur quasiment tous les terrains. Donc encore une fois, c'est du gâchis de le voir se focaliser sur un mois de juillet, sur une hypothétique 3e place, pas mieux. Et donc, on le voit là, il y a une course de reprise, il va battre Van Aert sur la flèche Brabançonne après un numéro sur le plat. Il est capable de rouler à 60 à l'heure toute l'année. Et donc j'ai envie de voir, à l'inverse, par exemple, d'un Lipovic ou de Félix Gall, qui sont des vrais spécialistes de course à étapes. C'est tout à fait normal qu'ils se préparent spécifiquement pour ces courses-là. Mais moi, Remco, j'ai envie de le voir réparer 2 anomalies. La première, c'est qu'il n'a remporté ni Paris-Nice, ni Tirreno, ni le Tour de Catalogne, ni le Pays Basque, ni le Tour de Romandie, ni le Dauphiné, ni le Tour de Suisse. Pour un coureur de sa trempe, c'est une vraie anomalie. Et surtout, j'ai envie de le voir briller là où il n'a jamais mis les pieds, Remco, à savoir à Milan-San Remo et sur le Tour des Flandres. Eh bien voilà, vous voulez Remco Evenepoel sur le Tour des Flandres et sur Milan-San Remo. Précision, en fait, je veux évidemment qu'il revienne sur le Tour de France, mais en mode Van der Poel cette année, en mode Van Aert quand il était à son prime, mettre le bazar sur les étapes qui lui correspondent. Mais viser la victoire finie. Pendant au moins un certain temps, on verra ce qu'il adviendra plus tard, on ne va pas se projeter trop loin, on voit que les chutes, les maladies, etc. Mais en se faisant plaisir. En fait, sur le Tour de France, je pense qu'il prend 0 plaisir, Remco Evenepoel. Je vois, il est tout le temps arrivé à son compteur, il ne veut pas dépasser telle puissance. Il est dans la gestion, alors tout au long de l'année, il passe son temps à attaquer à 50 bornes de l'arrivée, etc. Et moi, c'est ce Remco que j'aimerais voir. Il ne peut pas sur le Tour, évidemment. Avec Pogacar et Vingegaard, c'est impossible. Donc je veux le voir, et j'imagine un Remco hier, sur la même étape qu'a remporté Wallens, le bazar qu'il aurait pu mettre. Je veux un Remco de ce genre sur le Tour de France.
Et puis effectivement, je veux le voir sur des Tours des Flandres, pourquoi pas à Roubaix, mais en tout cas Tour des Flandres et Milan-San Remo. Je veux le voir se faire plaisir sur un vélo, en fait. Et il n'en prend pas, je pense, sur le Tour, et je pense qu'il n'en prend pas beaucoup non plus en mai-juin. Donc 3 mois dans l'année où, voilà, ça fait un peu trop, je trouve. Christophe, vu le salaire qu'il est, là, bon petit salaire, Remco. C'est vrai. Est-ce qu'il peut se permettre, parce qu'on connaît l'impact du Tour de France, est-ce qu'il peut se permettre, avec le salaire et le contrat qu'il a, de dire stop, j'arrête de jouer la victoire sur le Tour dans les 3 prochaines années? S'il gagne Milan-San Remo et le Tour des Flandres, oui. Et puis s'il gagne 2-3 étapes sur le Tour, qu'il est meilleur grimpeur, comme la Volta qu'il avait faite il y a 2 ans. Après, c'était déjà au Tourmalet, l'étape du Tourmalet. Il n'aime pas trop le Tourmalet. Il ne veut plus revenir. Mais non, c'est sûr qu'avec le salaire qu'il a et puis le statut qu'il a et dans son équipe et en Belgique, il faut rappeler qu'il a quand même énormément de pression chez nos voisins. Non, moi je suis complètement d'accord avec Nico. On voit qu'il prend plus de plaisir sur le vélo. Et puis il faut aussi dire que c'est un mec qui a eu beaucoup de malchance. Bien sûr. La chute autour de Lombardie qui aurait pu être dramatique. Cette chute au mois de décembre, début décembre, en Belgique à l'entraînement, on voit que là, il s'est passé beaucoup trop de choses dans sa carrière. Je pense que la 3e place l'année dernière lui a vraiment procuré beaucoup de plaisir d'avoir pu faire ça sur le Tour de France. Mais c'est vrai que on voit que c'est sur les courses d'un jour qu'il s'éclate. Ouais. Sur les JO l'année dernière, c'est exceptionnel ce qu'il fait. Je crois que j'ai regardé, c'est 13 victoires d'étape, 13 classiques remportés. Mais par contre, sur les courses par étapes, effectivement, la plus belle course par étape, c'est peut-être le Tour d'Algarve. Pologne, j'ai vu Danemark, Benelux. C'est vrai qu'au début, en 2018, on s'est dit c'est le nouveau Merckx, pour en revenir aux Belges. En fait, c'est pas le nouveau Merckx. Merckx, c'est Pogacar. Remco, c'est autre chose. Peut-être qu'il gagnera jamais le Tour, mais c'est pas grave. Autre sujet, Jordan, je voulais te poser la question puisque ça a fait pas mal de bruit cette affaire avec Quinn Simmons. On va écouter ça, on va regarder sa déclaration au sujet des motos caméra. C'était le meilleur au bon moment en parlant de Tim Wellens et c'était le meilleur avec la moto. On a vu quelques fois sur ce Tour de France, parfois c'est toi qui prends cet avantage, mais la plupart du temps c'est quelqu'un d'autre. Mais à la fin, on le sait tous. Si on est le premier à faire l'écart, on ne peut plus être rattrapé. On sait que ça va arriver, il faut choisir le bon moment, il faut toujours être très fort, mais c'est vraiment un facteur qui montre qu'il faut partir tôt dans la course. Est-ce que toi, ça t'a marqué, la présence des motos caméra qui sont trop proches de la tête de course? Est-ce que tu t'en es aperçu, toi? J'étais pas au courant de cette déclaration, mais c'est vrai que je me suis posé la question lors de plusieurs étapes. Je ne savais pas du tout. C'est vrai que moi, les échappées que j'ai prises, notamment celle du Tourmalet, on n'a pas vraiment le facteur d'aspiration avec la moto. Dans un col, ça joue beaucoup moins. Mais c'est vrai que sur des étapes de plaine, je prends l'exemple de Van Der Poel et son collègue, j'ai oublié son prénom. C'est vrai qu'à deux, ils ont fait 50 km/h de moyenne. Et dans le peloton, on roulait déjà vite. J'ai aucun doute sur leur performance, mais ça reste 180 km à 50 de moyenne à 2, alors que sur un chrono, on fait pareil. Donc, c'est vrai qu'on a eu quelques questions. Je prends l'exemple là, mais je pense qu'il y a eu plein d'exemples comme ça. Donc, on se pose la question des motos, forcément. Après, je sais pas, parce que souvent le peloton est filmé aussi du même angle. Donc, je sais pas, les deux, le peloton est filmé, la tête est filmée aussi, donc pour moi les deux ont un avantage sûrement. Après c'est compliqué de vraiment savoir s'il y a un impact ou pas, mais de là à dire que Wellens a gagné grâce à ça, je suis sceptique quand même, mais faudrait voir les images d'hélico. Mais je pense que Tim Wellens qui a d'ailleurs répondu, Jordan, excuse-moi de te couper, ce n'est pas très chouette à entendre, il aurait pu attaquer en premier et j'estime ne pas avoir reçu beaucoup d'aide de la part des motos, donc ce qui rejoint ton propos, Jordan. C'est vrai qu'il va falloir prendre des décisions, même s'il y a déjà un règlement autour de l'UCI, notamment le fait de filmer de l'arrière quand on filme des coureurs en montagne ou en ascension. Il va falloir régler ce problème, c'est un problème qui est assez récurrent. Ouais, ça fait plusieurs années qu'on en parle en fait de ces motos. Alors on avait vu, c'était pas une moto, c'était une voiture, mais Tadej Pogacar sur l'Amstel il y a 2 ans, je pense. Ouais, quand il devance Banili est presque sur le point de rentrer, on ne sait pas trop, mais il y a cette aide évidente de la voiture qui fait que Banili ne rentre jamais. Mais
C'est vrai que le plus mauvais scénario quand on est coureur aujourd'hui, c'est quand on est en tranche, quoi, entre le peloton et le groupe de tête. Là, c'est compliqué parce qu'on est un peu tout seul dans la pampa. Voilà, on voit, c'est quand même assez incroyable. Hein. Enfin, si vous avez déjà fait du vélo dans la voiture, vous pédalez pas, quoi. Donc la différence, elle est énorme. Mais c'est vrai que c'est plus compliqué quand on est entre deux. Il y a personne pour filmer, il n'y a pas de véhicule qui peut suivre. Là, c'est compliqué. Mais c'est sûr que ça a une influence. Ça, c'est sûr. Il faut bien se rendre compte, voilà, c'est ça, ça a une influence monstre. Oui, c'est je regardais, il y a l'université d'Eindhoven en 2016 qui avait fait une étude, c'est 3 secondes au kilomètre quand la moto est 20 mètres devant. Ouais, donc énorme, les motos sont souvent plus proches. Donc on peut imaginer que c'est 6, 7, 8, 9, 10 secondes au kilomètre, c'est monumental. En fait. T'as plus qu'à attaquer, hein, Jordan. Attaquer en premier, comme le dit Quinn Simmons, il faut attaquer le plus tôt possible pour essayer de s'isoler et profiter du siège de la moto. Mais bon, effectivement, comme nous le dit Jordan, il y a aussi la moto qui filme le peloton. Donc, bon, est-ce que ça se compense? C'est pour ça que je dis que c'est quand on est entre les deux. C'est sûr que Quinn Simmons et le groupe Quinn Simmons avaient moins d'aide que Wellens. Après, ça fait partie, là pour le coup, Wellens était aussi très fort. Ça fait partie du jeu, mais c'est vrai, c'est sûr et certain, ça a une influence.